situation extrêmement confuse, où s'accumulent les événements en permanence, au milieu d'un tintamarre médiatique qui obscurcit complètement la situation. Donc le premier enjeu concernant le droit international, c'est déjà de clarifier la situation au milieu de tout ce qui nous pousse au contraire à la peur, aux réactions émotives, parce que la confusion domine et est entretenue. Ensuite, l'enjeu du droit international, c'est évidemment la question du respect des règles. C'est-à-dire, le droit international, c'est pas, ça n'a jamais été une baguette magique, ça ne nous a jamais conduit au paradis terrestre en supprimant la guerre, les comportements déviants, etc. Mais c'est un peu comme le code de la route, ça fixe des repères, ça fixe des procédures, des règles à suivre, qui sont de temps en temps violées, mais qui quand même fournissent un cadre. Malheureusement, aujourd'hui, les violations du droit international sont devenues tellement systématiques, et par ailleurs elles sont tellement peu sanctionnées, que l'ensemble de la crédibilité du droit international est aujourd'hui atteinte, avec évidemment un risque d'effondrement total dans une situation où il n'y a plus que la violence, où ceux qui préfèrent les rapports de force au dialogue politique et aux règles du jeu l'emportent sur les autres. Alors, bonjour à toutes et à tous. Et pour ma part, alors, sur le regard que peut donner l'historien du droit international, bon, il y a toujours évidemment eu des relations entre des États, des traités, etc., au fil de l'histoire, mais la façon dont moi je le vois, c'est vraiment au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, avec ce qu'on a appelé la conférence de la paix en 1919-1920, que vraiment les dirigeants, les hommes et les femmes de l'époque se sont mis ensemble autour d'une structure, la Société des Nations, pour justement fixer les fameuses règles, justement le fameux code de la route parlait Anne-Cécile à l'instant. C'est-à-dire, effectivement, un certain nombre de règles qui doivent permettre aux États de vivre dans une bonne harmonie, une bonne coexistence, et surtout mettre un terme à ce grand traumatisme que fut la guerre de 14-18. Il ne faut pas l'oublier par rapport à toutes les autres guerres. Certes, on fait beaucoup de morts, on se souvient napoléonienne, même avant, hein, je veux dire. Cette guerre de 14-18 reste un grand trauma dans les relations internationales du début du XXe siècle. Alors ensuite, on sait très bien comment tout cela s'est passé. Il y a eu vraiment le triomphe de ce qu'on a appelé la guerre du droit, on appelait ça aussi la guerre de 14-18. Hein, il y a eu après des ouvrages qui résumaient le premier conflit mondial sous le nom de la guerre du droit, 3 ou 4 volumes datant des années 30, je crois. Et si je puis dire, on a un certain triomphe de ça dans les années 20, puis dans les années 30, tout le système se détraque, c'est bien connu, notamment sous les coups de la grande crise de 29 et d'un certain nombre d'autres forces centrifuges, l'émergence des totalitarismes, fascisme, nazisme, communisme stalinien, etc. Puis, Seconde Guerre mondiale, nouvelle tentative de reconstruction de quelque chose, c'est aussi autour de l'ONU, l'ONU qui existe toujours, hein, l'Organisation des Nations Unies, sans doute une organisation plus musclée pour faire exécuter ce fameux droit international, le faire appliquer. Il sera évidemment temporisé par toute la période de la guerre froide, depuis effectivement au début des années 90, eh bien, on a un moment donné où on pense que tout ça va revenir, un peu comme au début des années 20, le moment d'apogée d'un nouveau droit international, et tout ça nous mène effectivement jusque la période actuelle, où malheureusement, en effet, les forces centrifuges dont on parlait tout à l'heure reviennent, et souvent, moi j'ai opposé cette question du droit international qui s'oppose au droit du plus fort, malheureusement. Et à l'heure actuelle, et Cécile parlait tout à l'heure effectivement à juste titre de période au pacifié complète, c'est bien exact, et on assiste vraiment là depuis, pas forcément depuis janvier 2025, hein, mais depuis quelque temps, à un retour, hélas, de ce droit du plus fort.
Ce qui est très intéressant avec le recul historique que Olivier Burette vient de nous proposer, c'est de se rappeler quand même qu'on a toute une expérience en fait du rapport entre la guerre et la paix, et que cette expérience ne doit pas être passée par perte et profit. On a un peu un cynisme aujourd'hui qui domine dans certains milieux dirigeants. Oui, mais en fait, tout ça, c'était des discussions. Finalement, un ordre international, ça vit, ça meurt. Les organisations internationales comme l'ONU sont temporaires. Après tout, si celle-là s'effondre, on en fera une autre, qui est complètement la négation des leçons de l'histoire. Parce que à chaque fois, vous avez cité la Société des Nations en 1919, l'ONU en 1945, on a payé le prix pour ça. C'est-à-dire, c'est parce qu'il s'était passé des cataclysmes d'une très grande violence, avec des millions de morts et des crimes sans nom, qu'on a rebâti quelque chose. Donc, si on pouvait, euh, pour une fois, tenir compte des leçons de l'histoire et essayer de dire, bon, il y a des ajustements à faire, évidemment, l'ordre de 45 ne peut pas se perpétuer comme ça automatiquement sans qu'on fasse par exemple la place aux pays du Sud, mais si on pouvait euh, essayer d'être dans un prolongement, c'est-à-dire de dire, voilà, on a cet acquis, on essaie de transformer l'ordre international pour le faire avancer, et pas de vouloir tout recommencer à zéro. Surtout que tout recommencer à zéro en ce moment avec des personnages comme Donald Trump qui sont des brutes, ou même Vladimir Poutine sont des brutes, on a vraiment zéro chance de faire quelque chose qui tient un peu la route. Donc on a tout intérêt à regarder de manière un peu plus juste ce qu'on a fait depuis une centaine d'années, et en particulier ce qu'on a fait depuis 1945, pour ne pas jeter bébé avec l'eau du bain, voir ce qu'on peut discuter avec l'ensemble de la planète, puisque là, il y a 193 pays à l'ONU, pour essayer de rétablir ou maintenir, redéfinir des règles qui vont faire qu'on entame une nouvelle phase de notre histoire avec cette préoccupation de préserver la paix. Et ça me paraît très important parce que je trouve que le niveau de conscience historique est assez bas. De dire, on fait des références à Munich, on fait des références à la guerre, d'une manière qui laisse plutôt penser qu'on a des images un peu caricaturales, mais qu'en fait on n'a rien compris à ce qui s'est passé. On fait des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, et on ne fait pas les comparaisons qu'on devrait faire. Oui, alors, sur vraiment les processus historiques, etc. Alors souvent, moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que en fait, l'histoire, souvent, on a tendance à dire, dans ces années 2022, 2025, que l'histoire se répète. En fait, ce qui se répète surtout, ce sont les mêmes processus que l'on retrouve, ce que la théorie de l'histoire des relations internationales définit comme étant les forces profondes, c'est-à-dire des mouvements de fond dans l'histoire qui mènent souvent à des événements dramatiques. Je pense évidemment aux crises économiques, mais pas que, et également à la radicalisation d'un certain nombre de régimes politiques, de ce qu'on appelle aujourd'hui les démocraties libérales, les démocratures, etc. Et dans mon domaine, qui est celui de l'Europe centrale et orientale, ben, même si, évidemment, l'Europe centrale et orientale n'évolue pas comme elle a évolué dramatiquement dans les années 30, ce que l'on retrouve dans ces années post-guerre froide, ben, c'est une évolution, effectivement, vers un certain nombre de radicalisations liées à des problèmes économiques, mais pas que, aussi des problèmes, évidemment, liés toujours à la pression que l'Est frontière de ces pays-là peut faire, c'est-à-dire à la Russie en gros. Donc voilà pourquoi on assiste à ce qui se passe, ce qui s'est passé en Pologne avec le PIS au pouvoir, ce qui se passe encore en Hongrie avec Viktor Orban, ce qui se passe par exemple en Slovaquie. C'est un peu toujours la même histoire, puis l'antagonisme évidemment très important entre la Pologne et la Russie. Et tu évoquais, André, la question du Proche-Orient. Ben oui, la question du Proche-Orient, cet énième épisode dramatique du conflit israélo-palestinien que l'on vit là depuis, d'une part, le pogrom génocidaire, c'est comme ça qu'on appelle, du 7 octobre 2024, parce que je
c'est ça. Donc de cette attaque menée par le Hamas dans le territoire israélien, puis la réplique menée depuis par le gouvernement de Netanyahou, bah là aussi c'est un énième épisode d'un conflit qui pourtant a connu un moment, et Cécile, tu t'en parleras, mais avec les accords d'Oslo avant, hein, c'est-à-dire la période où effectivement il y a eu une paix possible. C'est pour ça que dans la période actuelle, la période si dramatique que l'on vit, et pour tous ceux qui aiment la paix, si je puis dire, et qui sont attachés au droit international et à une bonne entente entre les États, c'est une période vraiment très triste, mais il faut, je pense, aussi garder espoir, parce qu'on a quand même aussi des cycles dans l'histoire, je pense, où les périodes les plus dramatiques alternent avec, évidemment, heureusement, des périodes de conciliation. La notion de cycle est extrêmement intéressante, et elle nous amène aussi à l'échec ou, je sais pas, l'impuissance ou la confusion, l'inaction de gens qui devraient être capables de percevoir ces signes et de se projeter dans l'histoire, que sont normalement les Européens, les Français en particulier, qui ont une histoire longue, une histoire de guerre, une histoire aussi d'impérialisme, aussi une histoire révolutionnaire, une histoire de paix, et qui, aujourd'hui, au moment où on aurait besoin qu'ils mobilisent cette histoire pour éteindre un certain nombre d'incendies et jouer le rôle d'intermédiaire ou créer des espaces de discussion entre les belligérants, eh bien, ils sont au contraire dans des logiques eux-mêmes, à courte vue, ou de choix j'allais dire de campisme, comme on dit, sans offrir la moindre perspective, et malheureusement, ils alimentent les logiques de guerre. Les deux grands conflits d'aujourd'hui en fournissent malheureusement une illustration. Dans le conflit Ukraine-Russie, donc la Russie, évidemment, la partie fautive, puisqu'elle a violé la charte de l'ONU en agressant l'Ukraine. Bon, ça, c'est une faute de droit international, c'est le crime d'agression. Mais la question pour les Européens et pour les Français, c'est comment, à partir de cette situation, on essaie de rétablir un processus où on va reconstruire un espace viable de cohabitation, parce qu'on ne peut pas faire disparaître la Russie, elle est sur le continent européen. Donc c'est là qu'on aurait besoin que les Européens mobilisent leurs historiens, leurs diplomates, leurs politiques, pour nous proposer un chemin. C'est-à-dire à la fois rétablir la règle en disant il y a des criminels et il y a des fautifs, mais à la fois nous dire, voilà, le projet pour vivre dans le futur en Europe centrale, que les pays vivent les uns avec les autres et qu'on vive avec la Russie, c'est ça et ça ou ça. Et malheureusement, on ne l'a pas. Idem pour le Proche-Orient, où on a une incapacité à prendre du recul, et parce que c'est un peu avoir le temps long de l'histoire. On a l'impression à entendre certains responsables politiques et certains médias que ce qui se passe en ce moment à Gaza, ça a commencé le 7 octobre. Alors que ça fait des décennies que les événements s'enchaînent et que les événements s'expliquent les uns les autres. Ça ne justifie rien, ça ne justifie pas forcément, évidemment, les crimes, mais ça permet de comprendre la logique pour essayer de désamorcer. Et là aussi, on pourrait attendre des Européens qui ont une histoire au Proche-Orient, et des Français en particulier, qui soient capables de prendre ce recul, et aussi de dire, un petit, enfin, comme ils sont capables de le faire parfois dans le conflit Ukraine-Russie, ce qui est fautif et ce qui ne l'est pas. Parce que là, on est arrivé à un niveau de crime à Gaza qui est sans précédent depuis des décennies, et les Européens sont extrêmement timides. Une petite évolution là, mais ça serait à eux d'utiliser les mots, de dire non, on n'utilise pas la faim comme outil de guerre, et même de dire au Hamas, vous êtes peut-être dans la dénonciation d'une situation coloniale, mais ça ne vous autorise pas à rentrer chez des gens et à faire des massacres de civils comme vous l'avez fait le 7 octobre. Il faut qu'il y ait des puissances, des pays qui soient en situation de rétablir, de mettre des mots sur ce qui se passe et de rétablir un espace de dialogue. Alors, peut-être pour nous acheminer vers la conclusion de cette conversation, je dirais que mon espoir, c'est qu'à un moment donné,
compte tenu de la gravité et de la spirale dans laquelle on est embarqué, il y a un sursaut. On entend déjà certaines voix, y compris parmi les gens qui sont au cœur des foyers de guerre, qui appellent, je pense aux intellectuels israéliens par exemple, à rouvrir des espaces de discussion, à faire intervenir la justice et à essayer de réenclencher des processus politiques. Et la pierre qu'on peut peut-être apporter dans la discussion telle que celle que nous venons d'avoir, c'est justement d'encourager au dialogue, d'encourager au recul historique, à sortir des logiques émotives, et d'encourager aussi tous les citoyens à se mêler de ces enjeux, parce que à l'époque que nous vivons, il n'y a plus vraiment de distinction entre les événements internationaux et les événements intérieurs.